Donc, bien, écoutez, bonjour à tous et à tous. Donc, avec Hélène Campagnol et Florence Moura, je suis ravie de vous accueillir pour cette séance inaugurale du séminaire CEI Talim 2022-2023 qui est intitulé donc l'intervalle objet discours pratique. Et l'idée de ce séminaire est née du colloque qui devait avoir lieu en février 2020, intitulé Espace du blanc, concepts et pratiques. Et en raison du Covid, le colloque lui-même a dû être annulé. On est passé à la publication directe des actes qui vont sortir donc aux éditions Hémisphère. Lorsque nous avons travaillé sur la question du blanc, qui n'était pas envisagé tellement comme couleur, mais plutôt comme lieu constitutif entre des figures, nous sommes arrivés à cette notion assez rapidement à la notion d'intervalle. Je rappelle qu'un des livres importants d'Anne-Marie Christin, qui sert de référence à de nombreux travaux des membres du Centre d'études de l'écriture et de l'image, un de ses ouvrages est intitulé Poétique du blanc, vide et intervalle dans la civilisation de l'alphabet. C'est un ouvrage qui a été publié en 2000 et puis une réédition aménagée en 2009. Et donc, nous avons eu l'idée de consacrer un séminaire pendant une année à la question de l'intervalle. Alors, dans le cas des événements, des manifestations, des événements du Centre d'études de l'écriture et de l'image, on a eu d'abord 2 séances de carte blanche, l'une qui a été menée par Yann Battens et puis une autre par Maxime Préau, et le séminaire donc commence véritablement aujourd'hui. Et pour ce séminaire, nous accueillons pour notre première séance donc Jean-Marie Klinkenberg, qui est professeur émérite de l'Université de Liège, où il occupait la chaire de sémiologie et rhétorique, c'est ça? Oui. Et Jean-Marie Klinkenberg est l'auteur d'une œuvre immense, à la fois en linguistique, en sociolinguistique, en sémiotique, mais aussi qui travaille beaucoup sur la francophonie. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages en son nom propre, comme Le sens rhétorique ici, essai de sémantique littéraire, ou bien récit de sémiotique générale, ou bien encore, que je suis en train de lire, La langue dans la cité, vivre et penser l'équité culturelle. Et ce sont des livres qui sont écrits dans une langue limpide et tout à fait accessible au lecteur, même qui n'est pas du tout familier de linguistique. Ça se lit comme un roman, voilà. Ça se lit comme un roman, c'est quand même un défi quand on parle de ces questions aussi complexes. La conférence de Jean-Marie Klinkenberg aujourd'hui est intitulée Entre les pieux, théorie générale de l'intervalle, et elle a été élaborée avec Francis Edline. Donc il s'agit bien d'une conférence préparée à 2. Francis Edline lui-même est scientifique de formation, il est biochimiste et spécialiste des questions de l'eau, et un recueil de ces articles a été réuni par Juliana Di Fiori dans un ouvrage intitulé Entre la lettre et l'image, qui a été publié en 2020. Et cet ouvrage a d'ailleurs fait l'objet d'un compte-rendu dans le dernier numéro de la revue Écriture et Images. Alors, comme vous le savez évidemment, Jean-Marie Klinkenberg et Francis Edline sont tous les deux piliers du groupe MU, qui a été fondé en 1967, c'est bien ça, et qui est connu pour ses travaux transdisciplinaires en théorie de la communication. Et donc, vous avez ici plusieurs ouvrages du groupe MU, notamment celui que nous avons tous biberonné, le traité des signes visuels, dont je crois vous préparez une nouvelle édition, largement remaniée. Très largement. 30% de remaniement, c'est 40% d'environnement, voilà, qui paraîtra lorsque l'éditeur sera prêt. L'éditeur s'appelle Alia, il traîne une petite maison qui fait du beau travail, mais qui n'a pas beaucoup de personnel, donc c'est une maison lente. En tout cas, donc on attend avec impatience la parution de cette nouvelle version, ce nouveau traité du signe visuel. Et lorsque nous avons contacté Francis Edline et puis donc Jean-Marie Klinkenberg pour voir ce que le groupe MU pouvait nous apprendre sur l'intervalle, nous avons reçu un titre extraordinaire, Entre les pieux, avec un sous-titre dont nous n'aurions jamais osé rêver, puisque le titre c'est Théorie générale de l'intervalle. Alors, je pense que pour commencer ce séminaire, on ne peut pas rêver mieux. Donc Jean-Marie, je vais laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup et merci surtout d'avoir souligné que ceci
étant produit d'un travail collectif, nous en avons fait pas mal. Donc, lorsque j'utiliserai le pronom personnel nous, ce n'est pas du tout un nous majestatif, c'est bel et bien de Francis Edwin et de moi qu'il s'agit. Alors, travailler en groupe a beaucoup d'avantages, on se donne beaucoup d'informations, on se corrige, mais ça permet aussi, lorsqu'on se déplace et qu'on est seul à représenter le groupe, ça permet aussi d'éviter les questions gênantes. S'il y a une objection à laquelle je ne peux pas répondre, je pourrais me reposer en disant oui, mais ça, c'est Francis Edwin qui l'a écrit et je ne peux pas vous répondre. Alors, donc, oui, nous sommes de bons élèves, et donc, lorsque nous avons été invités, quel l'honneur d'ouvrir le séminaire, à parler de l'intervalle, nous nous sommes dit, voilà, le séminaire se propose de penser l'intervalle de façon systématique, je cite. Et c'est pourquoi, donc, j'ai dit, nous n'allons pas aborder dans la nuance et dans la complexité de toutes les utilisations, de toutes les exploitations culturelles de l'intervalle. Mais nous allons essayer de rester généraux, et pour cela, nous allons rester fidèles au deuxième principe de Descartes, diviser chacune des difficultés en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Et pour cela, notre méthodologie va être sémiotique, c'est-à-dire que nous allons décrire les formes que prend le phénomène de l'intervalle en tentant de réduire ces formes à leurs manifestations les plus élémentaires et, dans un deuxième temps, en corrélant ces formes aux différentes fonctions, aux différentes significations dont elles peuvent être revêtues. Et donc, ce n'est qu'occasionnellement et uniquement pour les besoins de l'illustration que nous redescendrons de ce niveau de généralité pour aborder des cas particuliers. Mais il ne s'agira pas de dire le dernier mot de ces cas particuliers. Ce sont des analyses très lacunaires, puisque dans chaque cas, ces illustrations nous serviront qu'à illustrer un seul aspect du phénomène. Donc, vous voyez, on va d'abord regarder l'ensemble, la variété des concepts d'intervalle. On verra ensuite la question de l'organisation des intervalles et la question de leur sens, les paragraphes 3 et 4. Alors, donc, intervalle. Le terme intervalle désigne un espace. Mais un espace seul ne constitue pas un intervalle. Pour qu'il faut qu'il y ait un intervalle, il faut qu'un espace vienne intervaller, et ne croyez pas que nous soyons des amateurs de jargon, j'avais dit que nous écrivons de manière simple, j'expliquerai pourquoi j'utilise ce mot. Il faut, pour qu'il y ait intervalle, il faut qu'un espace vienne intervaller deux données qui sont deux phénomènes, deux objets, de données commensurables. Donc ça veut dire, et ces données font partie du mécanisme de l'intervalle. Si on prêtait quelques valeurs à l'étymologie, nous rappellerions, belle prétédiction, hein, je vais le faire quand même, nous rappellerions que intervallum désigne à l'origine l'espace entre deux pieux, le titre. Et la présence de deux pieux est nécessaire pour qu'il y ait un intervallum. Il n'y a pas d'intervallum s'il n'y a pas de pieux. Alors donc, nous avons été contraints d'utiliser le mot intervallé parce que la relation entre les données intervallées ne peut pas être décrite par un mot courant. On ne peut pas l'utiliser séparé. On ne peut pas l'utiliser unir. Mais c'est les deux à la fois. On verra la fonction de l'intervalle est simultanément de séparation et d'association, une double relation qui produira des effets, et notamment des effets que nous décrivons sous le nom de médiation. Donc, on peut définir l'intervalle comme un dispositif qui comporte au minimum 3 unités, A et B qui sont donc les données intervallées, et I qui est l'intervalle proprement dit, et 11i pour le intervalle. 2 cases de bande dessinée, intervallées par l'intervallant qui est le blanc vertical, qu'on appelle parfois routière, ou 2 sons musicaux,
intervallé par un silence. Alors, comme ces deux exemples le montrent, évidemment, l'intervalle peut être de nature strictement, proprement spatiale, un espace qui se mesure alors en mètres, comme dans le premier cas, comme en dessiné, ou bien qui se mesure un phénomène de nature temporelle, comme dans le second cas, où on a donc un espace, oui, mais un espace temporel. Mais il y a encore beaucoup d'autres types d'espaces, et donc, du coup, on doit prévoir d'autres types d'intervalles. On peut, par exemple, penser à l'espace entre deux concepts. L'espace entre deux concepts ne se mesure ni par le temps, ni par le système métrique, mais il se mesure au nombre de deux sur un arbre de hiérarchie. Pensons à l'espace entre des degrés de parenté. Il y a aussi des intervalles entre l'arrière-grand-mère et son arrière-petit-fils. Pensons à l'espace entre deux couleurs, dont la mesure est une différence de longueur. Alors bien sûr, on peut toujours représenter tous ces espaces-là sous une forme spatiale. On peut faire un arbre généalogique, on peut proposer un diagramme chromatique, on peut présenter les couleurs dans un nuancier, genre Hall ou Thornton, d'accord? Mais une théorie des espaces, une théorie des intervalles, suppose une théorie générale des espaces qui n'existent pas encore vraiment, mais qui devrait subsumer tous ces types d'espaces et donc d'intervalles temporels, métriques, de longueur d'onde, de hiérarchie. Alors, cette conception générale de l'espace expliquera que dans chaque type d'intervalle considéré, les termes intervallés peuvent être de nature différente. Et cette nature se définit parfois par le canal sensoriel, un phénomène visible, un phénomène audible, mais parfois se définit par un modèle ascensoriel, comme les nœuds sur un arbre hiérarchisant. Du côté de la variété des canaux sensoriels, on peut noter que dans l'intervalle temporel, les objets intervallés peuvent être de nature sonore aussi bien que de nature visuelle. Le son musical, par exemple, illustre le cas d'un intervalle temporel sonore. La pause aveugle en deux diapositives est temporelle aussi, mais illustre un intervalle temporel visuel. Donc, l'important est peut-être de noter déjà maintenant, et j'ai prononcé le mot commensurable, de noter que toujours les deux phénomènes intervallés doivent être de même nature. Et ça suppose que l'intervallant soit aussi de même nature. Le silence entre deux notes se définit aussi par sa nature sonore. Le cas du blanc entre deux cases non décidées obéit aussi à cette règle. Il est de nature spatiale, visuelle, au même titre que les données qui contribuent à intervaller. Alors, d'où est-ce que tout ça vient? Je pourrais vite déconnecter la Wi-Fi parce qu'il essaye de se brancher sur les deux. D'où est-ce que tout ça vient? Comme tous les phénomènes dont nous avons à nous occuper, ils ont un fondement anatomo-physiologique. L'intervalle se produit dans certains types de rencontres entre nos organes percepteurs et des données stimuli qui proviennent du monde extérieur. On sait qu'un champ parfaitement homogène ne contient aucune information. On a pu faire des expériences de l'art conceptuel. Vous êtes là, on a passé votre tête dans une pièce et le fond qui est réparti uniformément devant vous jusqu'aux extrémités de votre champ visuel est éclairé de manière uniforme. Vous ne voyez rien, il n'y a aucune information, vous ne voyez pas de surface. C'est une sorte de brouillard. Un champ qui ne comporte pas de subdivision ne contient aucune information. Alphonse Allais, qui était peut-être un scientifique, le savait, lui qui a, dans cette
album primo-avirilesque, qui nous a proposé ce tableau, récolte de la tomate par des carnous apoplectiques au bord de la mer Rouge, avec un effet d'aurore boréale. Il est évident que sans cette discrétisation de ce champ continu, aucune information n'existerait. Mais grâce à ce texte, vous les voyez, les carnous, vous voyez les tomates, vous voyez là, le bord de la mer Rouge, évidemment, vous voyez l'effet d'aurore boréale. Donc, Alphonse Allais a discrétisé le champ perceptif. Donc, il n'y a d'information qu'à partir du moment où une distinction est faite, par exemple entre un fond et une forme qui s'en détache, ou bien entre deux portions du champ. Alors, le produit de cette opération, c'est un écart entre le fond et la forme, ou un écart entre les deux zones. Mais la nature de cet écart est conceptuelle, elle n'est pas perceptuelle, elle n'est pas physique. Ce qui est créé, c'est une distinction entre deux éléments qui sont considérés comme deux catégories distinctes, le fond, la forme, la tomate, le cardinal. Et c'est à partir de là seulement que l'on peut parler d'intervalle. Postuler l'existence de deux catégories, voir l'existence de deux catégories, pas nécessairement postuler, nous amène à postuler qu'il y a un intervalle entre ces deux phénomènes physiques qui sont à la base de la discrétisation. Mais, je le répète, cet intervalle n'est pas physique, il relève d'un espace catégoriel. Donc, il y a bien un rapport entre l'intervalle et l'opération fondamentale qui produit du sens, mais c'est un rapport médian, puisque nous passons par un phénomène de contraste et de séparation qui nous amène à postuler l'intervalle. Et il n'empêche que ce lien existe et que l'on peut nous poser la formule « un monde sans intervalle serait un monde dépourvu de sens ». Mais si notre activité cognitive est fondée sur ce processus de distinction, de discrétisation du champ, il y a un second mécanisme qui vient immédiatement compléter et corriger le premier, c'est le regroupement. Un monde qui serait une poussière d'éléments disjoints serait lui aussi dépourvu de sens. Donc, notre univers sémiotique est fait d'un ensemble indissociable de distinction et de regroupement, les uns n'apparaissant jamais sans les autres. D'ailleurs, imaginons deux points A et B, dont l'un serait à Tombouctou et l'autre à Vladivostok, on ne pourrait pas parler de données intervallées, il n'aurait simplement rien à voir ensemble. Pour qu'il y ait un intervalle, il faut que nous puissions percevoir globalement l'espace dans lequel cet intervalle advient. Et donc, l'intervalle repose sur l'homogénéité de l'espace où il advient. Évidemment, parfois, A et B ne peuvent pas être appréhendés ensemble, mais peuvent l'être médiatement. Par exemple, par une représentation graphique, un schéma. Je peux parfaitement mettre Tombouctou et Vladivostok sur une même carte de géographie et à ce moment-là, parler de leur intervalle grâce à cette représentation. Représentation physique, bien même une représentation mentale. Bien. Voilà donc d'où viennent les intervalles. Maintenant, jusqu'à présent, je n'ai fourni que des exemples extrêmement simples, sinon simplistes, de l'intervalle. Deux notes de musique, deux cases de bande dessinée, deux pieux. Des exemples indiscutables d'intervalles, notamment dans la mesure où les limites entre A et B sont des limites bien tranchées. Mais c'est pas obligatoirement le cas. Par exemple, dans la représentation habituelle des couleurs du spectre solaire que nous avons vu à un moment donné, les couleurs se présentent sous la forme d'un dégradé. On devra donc peut-être déjà distinguer les intervalles stricts et les intervalles flous. Pour utiliser les termes mathématiques, nous avons des ensembles stricts et des ensembles flous. L'ensemble strict, l'ensemble des chaises où il y a quelqu'un et l'ensemble des chaises où il y a personne,
il n'y a rien entre les deux. Par contre, l'ensemble des objets bleus est un ensemble flou, dans la mesure où, aux frontières, décider ce qui appartient à l'ensemble bleu, ce qui ne lui appartient pas, est assez délicat. Attention, strict versus flou n'est pas synonyme de discret versus continu. On vient de voir que l'intervalle, c'était toujours de la discrétisation. Ce serait une sorte d'oxymore que de parler d'intervalle continu. Ce serait une contradiction entre les termes. Si on devait penser des intervalles continus, ça viendrait à postuler qu'il y aurait une infinité d'intervalles. Et à ce moment-là, bien sûr, ça rendrait l'univers non manipulable. Donc, comment est-ce qu'on peut faire coexister l'idée qu'on a des intervalles toujours discrets, mais que d'autre part, nous avons l'expérience du dégradé que le spectre des couleurs nous accorde? Eh bien, il faut nous rappeler que nos expériences sont encadrées par des représentations que l'on appelle des encyclopédies. Et dans le cas des couleurs, nous disposons de plusieurs représentations systématiques des couleurs. Celle de Newton que tout le monde connaît avec les sept couleurs, mais il y en a d'autres. Et ce sont évidemment ces modèles qui viennent de l'extérieur, que nous persuader que ici nous avons vraiment du rouge et que là nous avons vraiment du bleu. Nous avons une série de valeurs chromatiques qui sont prototypiques, qui ont été étudiées anthropologiquement d'ailleurs, et autour de chacune de ces valeurs prototypiques s'étendent évidemment des zones floues menant à la voisine. Alors, ce que je viens de dire des couleurs peut évidemment être dit, voilà, strict et le flou. Ce qui vient d'être dit à propos des couleurs peut être aussi à propos des notes de musique, qui ont aussi des valeurs prototypiques, parce que nos systèmes musicaux les ont stabilisés. Et donc, dans tous les cas, cette stabilisation a son origine dans le système perceptif, qu'il soit visuel ou qu'il soit auditif, mais est rendue possible par des systèmes culturels. Alors, cette opposition strict-floue se rencontre dans tous les types et dans toutes les natures d'intervalles. Par exemple, en musique, on a des instruments son fixes, piano, orgue, accordéon, qui produisent des intervalles temporels sonores stricts, mais la production d'intervalles temporels flous est possible, plus ou moins acrobatiquement avec les instruments archets, et elle est particulièrement aisée avec le saccophoute ou le trombone à coulisses, qui semble avoir créé expressément à cette fin. Et d'ailleurs, dans le cas ainsi illustré, l'intervalle porte le nom technique et évocateur de glissando. Donc, intervalle. L'intervalle étant l'espace, il a, comme j'y ai déjà insisté, il a une étendue mesurable. Alors, cette étendue peut te dire tendre vers zéro. Et dans ce cas-là, l'intervalle n'est rien d'autre que la limite entre A et B. Limite dont la présence est nécessaire, puisque par définition, A et B sont distincts. On sait qu'il y a des mécanismes perceptifs très bien documentés qui produisent les limites perçues. Sur ce mur, là-bas, il y a une limite entre deux zones. Cette limite, plus claire, moins claire, cette limite correspond évidemment à des données de pigmentation du mur, mais sa rectilinéarité, c'est mon organisme qui a créé, c'est un double mécanisme sur lequel je ne peux pas m'étendre, d'excitation mutuelle et d'inhibition mutuelle des neurones dans le réseau qui est constitué par ma rétine. Et donc, au lieu d'avoir une éclaboussure de luminosité distincte, la rectification se fait dans la rétine pour obtenir cette limite nettement séparée. Et alors, bien sûr, dans les
messages performés par les peintres, par les auteurs de bande dessinée, souvent ces mécanismes sont repris et accentués par diverses pratiques. Regardez par exemple l'œuvre de Paul Klee, Mère avec enfant, vous y remarquez l'imbrication complète des deux personnages qui sont engrainés l'un dans l'autre comme les deux pièces d'un puzzle, mais qui sont néanmoins séparés clairement par une ligne, et la complémentarité des figures forme une sorte de plan sans lacune, sans superposition. Or, on sait bien qu'un contour est toujours considéré comme faisant partie de la figure que nous regardons. Ce qui signifie ici qu'il y a deux figures et une seule ligne, ce qui veut dire que le contour appartient simultanément à A et à B. Alors, on n'est pas là pour faire de l'analyse, on peut dire que quand même l'effet sémantique de ce dispositif est une sorte de consubstantialité, à l'enfant est complément de la mère et réciproquement. En tout cas, l'important est pour nous de voir que l'intervalle, qui était déjà une construction de notre organe perceptif, est aussi une construction de notre encyclopédie, comme je l'ai expliqué avec le spectre solaire, et c'est également ce même genre de cas limite qui illustre Soleil et Lune de Escher, l'oiseau diurne et le complément de l'oiseau nocturne, et vice-versa. Donc je viens dire que la dimension physique de l'intervalle peut tendre vers zéro, à ce moment-là nous avons la limite, mais elle ne peut pas, en sens inverse, tendre vers l'infini. Parce que, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait un espace englobant A et B, qui englobe A et B, qui doit être perçu dans son homogénéité, ce qui implique une certaine forme de proximité de A et de B. Un intervalle infini cesse d'être un intervalle puisque A ne peut pas être perçu simultanément avec B. Deux pieux ne peuvent pas construire une clôture si la distance qui les sépare dépasse une certaine limite. Alors, notez au passage, c'est même un parenthèse de toujours, que cette perception de ce qui est homogène et de ce qui ne l'est pas dépend aussi, varie d'individu en individu. Il y en a qui voient les intervalles partout, d'autres n'en verront nulle part. Nous rencontrons ici quelque chose qu'on appelle des styles de perception sur lesquels je reviendrai dans la conclusion. Là, nous avons donc abordé cette variété des intervalles, en voyant quelle est leur origine, en voyant donc qu'il y avait un jeu entre l'infini et le zéro, mais je n'ai pas encore dépassé, même si j'ai intégré l'opposition versus strict, nous n'avons pas encore dépassé le stade des petits exemples de deux éléments, A et B. Arrivé en ce point, il faut évidemment préciser ce qui va de soi pour vous, que, bien sûr, cette cellule minimale A et B ne se rencontre pas dans la réalité. Cette structure minimale, nous en avions besoin pour décrire le phénomène, mais dans la réalité, elle est rarement réalisée telle qu'elle. Elle s'actualise en général dans des énoncés d'une certaine complexité. Alors, cette complexification, on doit donc prévoir une complexification de cette structure minimale. Alors, cette complexification peut être obtenue de plusieurs manières, qui toutes reposent d'ailleurs sur un mécanisme de combinaison ou bien d'articulation, peut-être le mot techniquement le plus utile. Premier type de complexification est l'addition. C'est l'ajout de nouveaux éléments, de nouvelles données. Et quand on ajoute de nouvelles données, on ajoute de nouveaux intervalles. Et cela, dans une séquence, ça peut être une séquence temporelle, mais ça peut être aussi dans un ensemble spatial. La séquence musicale, la succession de bandes dessinées, dans un album, 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 la succession de bandes dessinées, dans un album
illustre ce premier cas de complexification. Deuxième technique de complexification, c'est l'enchâssement. C'est-à-dire que la cellule de base se voit enchâssée dans une cellule d'un niveau supérieur, oui, A et B, quoique intervallés, constituent ensemble une donnée qui est donc intervallée avec la donnée C. Ici, j'illustrerai cela plus à loisir après. Pensons à l'organisation des unités dans les manifestations de l'écriture, hein, les lettres dans le mot dans la ligne, etc., etc. On va revenir à cette structure. Troisième modalité de complexification, lorsque la modalité sensorielle en cause le permet, cette complexification peut provenir de la superposition de plusieurs cellules. Ici, comment on peut illustrer cela? Par l'accord musical. Dans l'accord musical, et je parle de l'accord claqué car on va parler d'un autre type d'accord, les notes sont émises simultanément, ne sont pas séparées par un espace temporel, mais d'une part, la superposition des cellules de gauche et des cellules de droite laisse apparaître l'intervalle entre les deux ensembles d'accords, mais dans la mesure où l'organisme parvient à distinguer, et il le fait par un mécanisme de projection sur lequel je voudrais revenir, la présence de plusieurs notes, on peut estimer qu'il y a entre ces notes également un intervalle. Superposition, car en effet, ça m'amène à souligner quelque chose d'important, c'est que quand on parle de l'intervalle, on pense le plus souvent à un espace qui se déploie dans un seul plan. La page du journal, la planche de bande dessinée, l'intervalle entre deux tableaux sur un mur. Mais en fait, les espaces sont des espaces tridimensionnels et il existe évidemment des intervalles en profondeur. C'est ce que montre par exemple un grand poète concret du nom de Francis Edwin, car il n'est pas seulement biochimiste et sémioticien compris dans le groupe nu, c'est aussi un poète concret, et donc dans la dernière exposition qu'on lui a arrachée, parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'est pas rencontré, il y avait un certain nombre d'images à de nouveau qui sont donc à lire en profondeur. Ce sont donc des boîtes où les images se superposent, du moins si l'axe de vision est perpendiculaire à l'image. Hein. Donc, dans le cas de ces boîtes, la profondeur de champ qui joue et qui fait ressortir l'intervalle. On peut aussi faire intervenir le déplacement latéral, mais le déplacement latéral fait percevoir l'intervalle toujours, mais modifie la lecture que peut être faite des images. Dans, par exemple, les transparents de Picabia, nous avons aussi des images superposées, qui jouent donc sur la tridimensionnalité, mais d'une autre manière que chez Edlin. Parce que, pour obtenir une lecture cohérente, notre perception pratique ici l'alternation. C'est-à-dire que nous sélectionnons une image dans l'ensemble, pour en faire un énoncé acceptable. C'est sans doute quelque chose qui est permis parce qu'il s'agit de dessins au trait. Donc, une fois que l'on fixe une image, on l'isole et on peut dire qu'elle monte, et en se rapprochant de celui qui regarde, les autres rétrocédant dans le fond. Mais si nous parvenons à séparer clairement ces images, c'est bien parce que nous construisons des intervalles entre elles. Je dois revenir, ce sera mon avant-dernier paragraphe, avant les conclusions, à cette idée de construction de l'intervalle. Il y a un très grand nombre de cas où les intervalles ne sont pas manifestés, ils sont des intervalles reconstruits. C'est le cas ici. Pour distinguer les différents plans, nous sommes obligés de postuler l'existence d'intervalles entre les données.
On a vu donc 3 manières de complexifier la structure de base. La complexification peut aller plus loin encore, et de 2 manières. D'une part, chacun des 3 types de base peut connaître des variétés plus complexes. Par exemple, en musique, vous avez plus complexe, et n'oubliez pas qu'entre ce schéma, j'aurais dû le compléter par l'intervalle en profondeur. C'est ce que nous avons dans l'illustration qu'est l'accord arpégé, qui est quelque chose qui vient, est intermédiaire entre l'accord plaqué où les notes sont émises simultanément et la séquence de notes où elles sont nettement séparées dans le temps. Dans l'accord arpégé, les notes sont émises en succession rapide et sont conservées. Attention, c'est comme ça qu'on monte dans les portées, mais le détail, c'est ceci. C'est-à-dire que toutes les notes qui sont en accord se succèdent à un rythme extrêmement rapide. Donc ici, premier type de complexification, c'est que chacun des types, donc la superposition, connaît donc des modalités particulières. D'autre part, tous les types de complexification peuvent se conjuguer dans un énoncé donné. Et donc, on peut avoir à la fois des additions, comme A, B, C, et dans un chassement, quand on considère que A, B, C constituent une unité intervallée avec M dans la séquence. Ce type d'emboîtement, c'est notamment celui qui sert à constituer les énoncés écrits. Il y a parmi vous des spécialistes de l'écriture, ils se rappelleront que Jacques Annis définissait le blanc typographique, lui donnait le nom de topogramme, les blancs typographiques comme des signes auxiliaires, je le cite, qui concourent à la production de sens. C'est pas très précis. Déjà, Pierre-Yves Testenoir et Julie Lefebvre, Testenoir étant spécialiste des manuscrits, notamment des manuscrits de Saussure, distinguent ce qu'il appelle les blancs de mise en texte et les blancs de mise en page. Alors, les blancs de mise en texte, ce sont les organisateurs textuels qui concourent à la construction du sens. Les blancs qui séparent les mots, les phrases, les paragraphes, les chapitres. Et alors, il parle des blancs de mise en page qui s'imposent aux scripteurs. Ce sont les interlignes ou les marges qui, lorsque nous écrivons sur un logiciel de traitement de texte, ou bien dans un tableur Excel, nous déterminent notre production. Ce sont les plans de mise en texte, évidemment, qui m'intéressent le plus, car on peut aller bien plus loin que cette distinction de Testenoir et Lefebvre, en soulignant qu'à tous les niveaux, nous avons des regroupements et des regroupements dans lesquels les intervalles jouent un rôle important. Par exemple, dans l'écriture, nous avons donc tous des petits traits de nature spatiale qu'on appelle les formants et dont l'organisation fait l'objet de pratiques normées. Or, ces formants sont constitués, sont faits de données pleines. Les données pleines, oui, comme des traits, mais qui sont organisés toujours grâce à des intervalles. Ces unités s'organisent linéairement, en blocs, en se succédant en lignes ou en colonnes, en blocs grammaimiques. Le hangul coréen, par exemple, qui correspond sur le plan scriptémique, qui correspond à une syllabe, ordonne les différents composants de la syllabe dans un carré virtuel où les données sont toujours structurées par des intervalles. Et c'est peut-être dans l'écriture égyptienne que cette organisation spatiale des blocs est la plus sophistiquée, puisque les signes peuvent être connectés de différentes
manière, toujours de façon à s'inscrire parfaitement au sein de blocs que les égyptologues appellent des cadres. Dans ce cas-ci, par exemple, il y en a 19 qui correspondent à 14 types qui sont ici énumérés. Ce type-là correspond aux 3 et aux 8. Donc, formant des unités, des blocs, et bien sûr, ces blocs s'organisent en séquences, traditionnellement appelées lignes ou colonnes d'écriture, et bien sûr, ces séquences sont elles-mêmes toujours organisées suivant le principe des données et des intervalles. Les données étant, cette fois, au niveau où nous sommes ici, les données étant les blocs. Vous remarquez que je ne parle pas du mot, parce que le mot n'existe pas, en quelque sorte. Les études contemporaines réservent en général une place particulière au mot typographique qui est identifiable par les blancs qui séparent les différentes unités au sein d'un énoncé, mais la centralité de cette notion dépend vraiment d'une centralité anthropologique occidentalocentriste, parce que ce blanc typographique est l'exception de la typologie de l'écriture. Il s'agit que d'une technique parmi d'autres pour identifier des unités. Par exemple, beaucoup d'écritures, non pas des blancs typographiques, mais des séparateurs de mots. Et de surcroît, cette technique du blanc typographique apparaît relativement tard dans l'histoire des écritures, ce qui est moins pour cette parenthèse qui n'a rien à voir. Donc, c'est pour vous expliquer que le mot, vous ne voyez pas le mot dans cette hiérarchie. Alors, les séquences, au-delà des séquences, les écrits se déploient dans l'espace en ensemble plus large, que nous appellerons complexe grammaire, et qui produisent une cartographie signifiante de la surface d'écriture. Soit ce livre des sentences de Pierre Lombard, XIIe siècle. Il est inutile d'entrer dans la lecture du contenu de ce livre pour comprendre les grands éléments structurants. On voit qu'il y a un titre courant qui est intervallé et, par rapport au reste de la page et qui précise qu'on se trouve à un endroit précis du recueil. On a des lettrines et des rubriques qui sont des données qui signalent chaque fois des débuts de section avec lesquels qui permettent l'intervalle entre les sections d'avant et les sections d'après, tandis que d'autres données ont le statut de glose et de commentaire. Et ce statut est dû autant au caractère tout petit ou à la couleur différente, ou bien au dessin en trait, est dû à la position en marge, c'est-à-dire à une position que l'on a pu obtenir grâce à un intervalle. Donc tous ces complexes, où les intervalles jouent donc un rôle très important, sont d'une grande transparence pour le grand lecteur, lectrice, qui est plongé dans une culture de l'écrit en données. Mais il n'en reste pas moins que ce sont chaque fois des compétences qui correspondent à des conventions à l'œuvre dans chacune de ces cultures, et que les pratiques en matière de complexe grammaire sont très variables en fonction de l'époque, en fonction de la situation géographique. Par exemple, le lecteur moderne n'a aucune peine à identifier dans le complexe de gauche, où j'ai remplacé les lettres par des ondes grisées, comme étant une page numérotée d'un poème en quatrain, encadré de textes en prose. Peut-être même que vous irez plus loin et que vous direz, tiens, est-ce que ce ne serait pas une saison d'enfer de Rimbaud? Donc, est-ce que vous ne raisonnerez pas en vous des considérations sur l'éternité, la mer, le soleil? Quant au complexe de droite, il évoquera inévitablement la une d'un journal, et même peut-être une certaine familiarité avec la presse française, qui fera pencher plutôt pour le Monde que pour Libération, que pour le Figaro. Donc, les organisations qui ont chaque fois une règle différente au niveau des composants, au niveau des unités, au niveau des blocs, des séquences
et des complexes, chaque fois, en tout cas, nous retrouvons la dyade, donnée, intervalle, qui est productrice de sens. Je suis vraiment à la lisière de la sémantique. Mais nous n'avons pas terminé avec la syntaxe. Car, bien sûr, je viens de dire qu'il y avait des règles de combinaison. Or, qui dit règle de combinaison dit syntaxe. Il y a donc quelque chose qu'on pourrait appeler une syntaxe intervallaire. Alors, bien sûr, les règles de cette syntaxe dépendent du type dépendent de la nature des données que nous avons à intervaller. Les manifestations temporelles sont soumises à des règles que Francis Helsing, jadis, a appelées des règles chronosyntaxiques, où les relations linéaires jouent un rôle capital. Par contre, les spatiales sont soumises à des règles toposyntaxiques, où les relations tabulaires jouent un rôle capital. Alors, bien sûr, ce sont des règles très générales, des généralités que je suis en train de dire là, et des règles culturelles parfois très sophistiquées viennent donner corps, viennent actualiser ces principes généraux. Par exemple, on sait que les sons discrets qui constituent la musique forment des ensembles relativement fermés, dans lesquels une mélodie doit se cantonner. Ce sont les tonalités du mode qui assurent la cohérence des morceaux, qui les rendent intelligibles. Néanmoins, cet avantage, la limitation, est aussi une limitation, aussi, pour étudier la possibilité de passer d'une tonalité à l'autre, et c'est la modulation. Donc la modulation qui s'effectue le plus souvent entre tons voisins, c'est-à-dire qui comporte une altération de plus ou une altération de moins, ainsi qu'entre un ton majeur et un ton mineur. Donc, chaque fois, il y a des règles très, très particulières, comme vous voyez. Je viens de parler de la musique, je reviens à l'écriture. Je reviens à l'écriture pour noter que la plupart des écritures alphabétiques qui nous sont familières ne connaissent qu'un type de séquence standard. Par exemple, en français, la ligne lue de gauche à droite. Il y a d'autres cas, hein, ça peut être plus compliqué, ça peut être plus verticalement. Mais pas mal d'écritures combinent les orientations et les sens de lecture. Et ici, de nouveau, l'intervalle joue un rôle capital d'organisateur sémantique. Donc, les séquences grammairiques sont généralement lues en respectant toujours une même directionnalité, gauche à droite à gauche, de haut en bas, etc. Mais il y a aussi des cas comme le boustrophédon, où on a des alternances de sens de lecture d'une ligne à l'autre. Le boustrophédon n'étant pas rare dans l'écriture du monde, par exemple, dans les hiéroglyphes lovites. Quant aux glyphes mayas, ils se présentent, ils sont à lire par paires de colonnes de gauche à droite. Alors, notez au passage que horizontalité et verticalité, c'est chaque fois des cas particuliers de rectilinéarité. Mais il y a d'autres orientations possibles. Si jamais le 10 de Festos était une écriture, ce qui est sujet vraiment à caution, eh bien, il faudrait estimer qu'il y a aussi des écritures en spirale. Et donc, la rectilinéarité ne serait pas la norme absolue, ce serait la linéarité, qui peut se décliner en spirale ou en rectilinéarité. Mais, nous avons en effet des cas attestés qui indiquent que nous pouvons avoir l'écriture en spirale. Voilà une écriture, voilà un texte en grec d'une stèle sicilienne qui nous donne un mélange de boustrophédon, donc avec une écriture de gauche à droite et de droite à gauche, mais aussi de plintédon, c'est-à-dire une écriture qui reste à la limite du support. Et donc, nous avons une dynamique de lecture dans laquelle, évidemment, les intervalles jouent un rôle capital, jouent un rôle organisateur. Donc, cette organisation, on peut lire donc Dionysios, Todé, Sama, To, Sélignos, je vais servant deux fois, constitue une manière assez habile d'encadrer littéralement
par le nom du défunt l'information ceci est la tombe. Donc, il s'agit évidemment d'un cas tout à fait exceptionnel de multiplication des sens de lecture, mais il montre que la rectilinéarité n'est pas la seule option, ben, s'en fout. Oui, là, je vais me faire un petit plaisir en vous montrant ce texte, mais l'illustration, c'est toujours la même, c'est que les intervalles interviennent dans les règles syntaxiques. Nous sommes à la lisière du sens. Il faut parler de l'isotopie, je m'excuse d'utiliser ce mot, de sémiotique. Je dois utiliser ce mot pour revenir à un trait important de la définition d'intervalle. Vous vous souviendrez que je l'ai formulé d'emblée, j'ai dit que A et B devaient être commensurables. Donc, pour être considérés comme des membres de la structure intervallaire, il faut qu'ils partagent des traits. Et en termes sémiotiques, on dira, ils doivent être isotopes, c'est-à-dire présenter un certain niveau de redondance qui établit l'unité de l'énoncé quand c'est un énoncé. Et d'ailleurs, voyons, l'intervalle scriptural associe plusieurs lettres de la même famille, deux ou plusieurs notes de la même gamme, deux ou plusieurs cas de bande dessinée du même style, etc., etc. L'isotopie, c'est donc l'homogénéité de sens. Alors, comment est obtenue l'isotopie d'un ensemble A, B? Par deux procédures différentes, mais qui ne sont pas exclusives, peuvent se combiner. On parlera de procédures internes et de procédures externes. Alors, les procédures internes, elles sont de nature cognitive. A et B, on dit qu'ils sont comparables quand ils présentent un certain nombre de caractéristiques identiques. Des caractéristiques de combinaison, de dimension. Nous l'avons vu avec les quadrats ou avec le hangul coréen. Ils partagent des traits d'orientation, des traits de forme, des traits de couleur, des traits de texture, etc. Tout ça, c'est pour les phénomènes visuels. Partager des timbres, des volumes, pour des phénomènes auditifs. Pour tous les phénomènes de signification, partager des traits sémantiques. Donc le repérage de cette comparabilité est possible grâce à nos mécanismes perceptifs, n'est-ce pas? Ils sont, comme je l'ai suggéré tout à l'heure en parlant de la ligne droite, nos organes sont équipés de dispositifs qui permettent à la fois de radicaliser les différences, et le produit c'est la ligne, mais aussi de détecter les similitudes. Et c'est pourquoi nous ne disons pas qu'il y a des millions de petits points, mais que nous parlons d'une surface. Notre organisme n'envoie au cerveau central qu'une seule donnée au lieu de poussière de données disjointes. Ça, c'est les procédures internes qui sont bien compréhensibles. Partager des traits de couleur, de tonalité. Mais il y a aussi des procédures externes qui sont très très intéressantes, mais plus complexes. Elles consistent dans la mobilisation d'un mécanisme que j'appellerais l'index. Alors l'index, vous avez un exemple d'index là-bas. L'index, mais ça aussi c'est un index. Un index, c'est un dispositif qui a pour particularité de délimiter portions déterminées d'espace et de donner un certain statut à cette portion d'espace. Ne pas confondre avec l'indice. En français, on peut distinguer index et indice. Il y a beaucoup de langues dans lesquelles c'est le même mot. Et donc, du coup, en général, dans la littérature persienne, il y a un totoï entre mélange pas possible entre les notions d'indices qui sont des phénomènes motivés, le feu qui produit la fumée, j'en connais l'existence au fond, il y a la fumée ou il y a la boue dans laquelle pas s'est imprimé, ce sont une continuité causale. Ici, nous avons affaire avec des éléments tout à fait arbitraires, qui ne vont pas motiver comme dans le cas
de l'indice. Donc le doigt pointé vers un objet attire l'attention sur une portion, le cadre délimite une portion d'espace sur un mur, les guillemets isolent une portion de la chaîne écrite en lui donnant un statut différent du reste du texte, etc. Alors l'index est fait une structure, il est fait de trois éléments. D'une part, un indexant et un indexé. Alors l'indexant, c'est par exemple le doigt pointé, c'est la flèche qui nous indique ici la sortie, c'est l'étiquette, c'est le badge sur les participants au colloque, les couvertures de livres. L'indexé, c'est la personne qui on pointe le doigt, la porte de sortie indiquée par la flèche, la couverture sur le livre, et donc il y a un mécanisme qu'on appelle l'indexation qui a des fonctions générales et qui peut avoir des fonctions spécifiques. Alors les fonctions générales de l'index sont d'abord de séparer les données indexées de l'univers extérieur. Donc l'index crée un intervalle d'un type nouveau entre cet univers extérieur et la portion indexée. J'ai un cadre et mon attention est attirée sur ce qui est à l'intérieur de ce cadre. Il y a un espace extérieur qui requiert moins mon attention. C'est ça qui est intéressant dans l'index, c'est que ça structure l'espace non pas de manière équivalente, deux portions équivalentes, mais qu'il y en a une qui a un statut préférentiel. Une portion considérée comme plus importante que l'autre. Le lecteur qui lit un livre est dans sa page. Il est indifférent à l'espace extérieur à la page qu'il lit, même si par une nuit d'hiver un voyageur, on explique bien à quel point tout ce qui est à l'extérieur peut jouer. Mais il y a en tout cas dans tout, faire un cadre, etc., il y a un acte fondateur de séparation. Il y a une création d'un intervalle fondateur. Alors, deuxième fonction de l'index, c'est une fois la séparation opérée, c'est homogénéiser les données situées à l'intérieur de l'enceinte. Et c'est ici que nous rencontrons la notion d'isotopie. Dès le moment où j'ai un cadre, je postule que ce qu'il y a à l'intérieur constitue une unité. C'est capital, notamment pour les liens entre relations, entre texte et image. Beaucoup d'entre vous travaillent là-dessus. J'ai publié jadis dans un magazine assez confidentiel un très beau article intitulé grammaire générale de la relation texte-image, mais justement, la question préjudicielle qui est rarement posée, c'est quand y a-t-il une relation entre un texte et une image? Est-ce que vous allez dire que le texte que vous voyez là au tableau avec homogénéisé a une relation sémantique avec les cercles? Non. Quand y a-t-il? Quand pouvons-nous parler d'un énoncé complexe? Faire un peu la texte. En général, c'est l'index qui nous fait. Si j'ai sur une page d'un livre, je sais que la page du livre, c'est une unité. Et donc, à l'intérieur, je suis fondé à trouver des relations entre les portions écrites et les portions imagées. C'est ici donc que nous retrouvons cette fameuse structure de complexification que nous avons rencontrée. Donc, l'index permet d'homogénéiser A et B, de faire de A et B une donnée unique, une donnée isotope. Et donc, du coup, c'est bien la troisième fonction, c'est de relier A et B à l'intérieur de l'enceinte. Il s'agit de donner du sens à ce qui intervalle les unités isotopes. Alors, les fonctions spécifiques viennent s'ajouter aux fonctions générales, par exemple, décréter que c'est une œuvre d'art. Si le pissoir de Duchamp est une œuvre d'art, c'est simplement parce qu'il y a un index musée. Et donc, l'index musée lui confère ce statut.
Si dans un musée, je le mets comme ça, je viens le reconnaître. Par contre, si je fais ça maintenant, ici, dans la pièce, j'ai simplement une petite tige de tétanie. Donc, si les données englobées sont repérées comme relevant de la bande dessinée, eh bien, on dira que ce sont les moments de récit. Donc, les fonctions particulières permettent de donner un sens particulier. Alors, il y a évidemment un continuum entre les procédures internes et les procédures externes, parce que, bien sûr, pour voir des données rendues homogènes par un index, il faut qu'elles figurent dans le même espace visuel, si c'est la vision qui est concernée, pour être considérée comme constitutive d'une cellule. Par exemple, une double page que l'on trouve dans un livre de 1954, là, on trouve forte symétrie des pages, juxtaposée, une identité très forte entre le format des illustrations, chaque fois, des correspondances nombreuses entre les formes, donc tout facteur interne. Et à la luminance, le modelé, les sujets, etc., etc. Toute manifestation de la procédure interne, mais, bien sûr, il y a le fait que nous soyons dans un livre, et l'objet livre est un facteur d'isotopie. Tout livre est supposé avoir un contenu sémantique homogène. Alors, c'est intéressant, disais-je, parce que c'est complexe, parce que l'appartenance au même ensemble, qui est un effet de l'indexation, souligne l'homogénéité sémantique des éléments, mais il y a deux cas qui se présentent. Cette homogénéité sémantique peut préexister, exister déjà dans nos compétences, ou bien c'est la coprésence dans l'enceinte indexée qui crée cette homogénéité, qui confère l'homogénéité sémantique. Donc on peut dire que parfois l'indexation a un rôle performatif. C'est homogène. Avec l'isotopie, nous sommes évidemment entrés dans la question de la sémantique de l'intervalle. Je prends trop de temps. La sémantique de l'intervalle. Puisque nous avons dit que intervaller signifiait à la fois unir et séparer, que nous avions un rapport qui est à la fois de similitude et de différence, nécessairement de différence, puisque A et B ne sont pas, sont commensurables, mais ne sont pas les mêmes. Ils sont des occurrences différentes. Donc la sémantique de l'intervalle aura donc nécessairement deux aspects. D'une part, l'explicitation de la similitude entre A et B, et éventuellement dans la recherche d'un niveau optimal de lecture qui mettra cette homogénéité en évidence, et d'autre part, la gestion de la différence, puisque différence il y a, gérer la différence. Donc voilà, la sémantique de l'intervalle, c'est deux choses, c'est expliciter les similitudes, c'est gérer les différences. Alors, expliciter les similitudes, rappelez-vous, quand sémantique dit toujours que le sens est nécessairement positionnel, une unité n'a de valeur descriptive que si elle s'oppose à une autre unité, c'est le VA du structuralisme. Ainsi, la notion de petitesse n'a de sens que parce que nous avons la notion de grandeur. En musique, un son aigu n'a une valeur particulière que parce qu'il existe des sons graves, etc., etc. Donc, on a toujours des éléments qui sont à la fois disjoints, aigu versus grave, petit versus grand, mais qui sont aussi conjoints. Le long d'un axe, ce sont des pôles, mais qui sont conjoints sur un axe, et qui déterminent donc une catégorie sémantique. Il y a quelque chose de commun entre petit et grand. Il y a évidemment la notion de dimension. Alors justement, ces axes sémantiques, ces catégories sémantiques, peuvent préexister dans notre encyclopédie, par exemple l'axe dimension, mais parfois
ces axes peuvent être produits par l'énoncé devant lequel nous sommes. Si je reviens à cet exemple-là, l'existence préalable d'un axe sémantique est un peu moins évidente. Cet axe serait une morphologie corporelle égyptienne dotée de permanence. C'est ça qui justifierait l'isotopie. Et A et B étant des échantillons de cette morphologie égyptienne permanente. Alors bien sûr, cette catégorie n'est pas créée ex nihilo parce que nous savons, n'est-ce pas, que selon les normes de l'art et de l'écriture égyptienne, la tête est tendanciellement présentée de profil. Nous bénéficions d'aide, d'une certaine aide, de ce que j'ai appelé notre encyclopédie. Il n'empêche que c'est moins clair que l'axe dimensionnalité qui conjoint et disjoint à la fois grand et petit. Donc, tout cela pour dire que quand nous gérons la similitude, nous pouvons faire des lectures qui sont conjonctives. Nous essayons de ramasser le plus de choses possibles au-delà de l'intervalle dans une catégorie sémique englobante comme celle-ci, et que nous postulons à titre de réalité ou bien à titre d'hypothèse. Mais nous pouvons aussi faire des lectures disjonctives, n'est-ce pas? Quelqu'un devant cet énoncé pourrait se focaliser sur les différences. Il va dire, mais non, malgré les apparences, il y a un gouffre entre les deux éléments, et il est faux d'accepter l'idée d'une permanence. C'est ce que ce que nous appellerions une lecture disjonctive. D'ailleurs, cette lecture disjonctive peut être suggérée par la couverture du livre. Ce que je vous ai donné, c'est 2 pages, et ces 2 images se présentent ainsi sur la couverture, où l'intervalle entre les 2 éléments est cette fois manifesté par une zone blanche très étroite, produit par la 3e dimension du sujet photographié. On pourrait parler d'un intervalle tendant vers 0 et qui n'atteint pas cette limite, mais de toute manière, comme je l'ai montré, notre perception aurait suffi pour créer la ligne, et bien sûr, cette ligne est encore plus sémantique, elle renvoie à une distance, ici une épaisseur de quelques millimètres, mais qui renvoie à un intervalle temporel de 5000 ans. Donc, lecture disjonctive. Donc, explicitation des similitudes et gestion des différences. Et ici, le concept qui va être important, c'est le concept de médiation. Nos cultures structurent l'univers, grand, petit, comme nous l'avons vu, mais haut, bas, chaud, froid, nature, culture, matérialité, spiritualité. Chaque culture élaborant ses oppositions de base, mais ces oppositions ne sont pas universelles. Par contre, ce qui est universel, c'est le fait de faire des oppositions. Mais ce qui est universel aussi, c'est la possibilité de dépasser ces oppositions. Donc le mécanisme qui permet de dépasser s'appelle la médiation. Autrement dit, on réarchitecture le système pour dépasser la contrariété. Et puisque l'intervalle exprime des réalités duales, il se révèle un puissant instrument de médiation. Et il le fait de 2 manières, soit grâce à des processus graduels, au cours duquel s'effectue la médiation, soit en présentant la médiation comme déjà faite, déjà obtenue, autrement dit, comme instantanée. Dans le premier cas, la médiation graduelle, nous avons la temporalité appliquée. Des images fixes, une fois qu'elles sont juxtaposées, postulent un certain temps, une temporalité dans l'intervalle.
un temps sur lequel un processus peut parfois être projeté. C'est le fameux effet Kuleshov du nom de ce auteur de film. Vous proposez deux images, projetez un récit dans le passage entre deux images. Même quand dans une bande dessinée, le personnage ne change pas de place, et même quand elle est dans une langue que nous ne comprenons pas, elle est quand même assez. Nous postulons qu'il y a eu du temps qui s'est passé. Même lorsqu'il a la même position, parce que les deux cases distinctes, les intervalles séparant les cases distinctes, nous amènent à postuler une progression narrative, même si nous n'en distinguons pas bien les contours. Alors, bien sûr, je vais passer très vite parce que j'abuse de votre patience. Comment est-ce que nous projetons? Je passe la réponse à la question de savoir quels sont les mécanismes qui interviennent pour projeter cette temporalité. Une chose est en tout cas importante, c'est que nous devons avoir une représentation des processus, une représentation des données et une représentation de ce que peuvent faire les espaces, les intervalles en question. Car un intervalle entre deux images n'est pas nécessairement synonyme de progression. Ici, il y en a une, il y a une progression avec des facteurs externes, une seule image, des facteurs internes, qui est que A ressemble à B, que B ressemble à C, que C ressemble à D. Et donc, du coup, nous postulons qu'il peut y avoir une ressemblance de A à M, et que dès lors, il y a un paradigme dont ces formes relèvent, ici, l'axe sémantique humanité. Mais ici, donc, nous avons une interprétation temporelle, mais ce n'est pas le cas dans cette autre syntagme. Nous avons également des intervalles, mais qui ne renvoient pas, eux, à une temporalité, qui ne renvoient pas à un processus de transformation de l'objet, mais une transformation de la représentation de l'objet. C'est vous dire à quel point des données culturelles extérieures viennent déterminer les fonctions qu'on va attribuer aux espaces. La médiation peut être graduelle, mais elle peut être aussi instantanée. Et ici, je prendrai un exemple, c'est la relation entre les deux pôles d'une image paysagère dans la peinture orientale, et je pars ici de l'excellente analyse qu'a fournie de tout cela François Schenck, il y a maintenant une petite quarantaine d'années. L'espace de notre perception est simplement connexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable solution de continuité qui s'impose. La peinture occidentale conserve généralement ce caractère en motivant tout ce qui se trouve dans l'espace de la peinture et en remplissant cet espace. La peinture chinoise ou japonaise nous présente au contraire des îles de perception, séparées par des blancs, et nous savons maintenant que ce sont des intervalles flous. On peut voir d'ailleurs le support blanc. Et ces espaces pouvant occuper jusqu'à 2/3 de la surface. Et souvent, on y rencontre des plages iconiques sémantiquement contrastées comme eau et montagne, qui sont considérées comme des pôles dans la nature. Alors, ces plages sont disjointes, mais elles sont radicalement séparées par un espace non plein, non peint. Un regard occidental fait de ce vide le signe de l'isolement des éléments du monde. L'univers serait fait d'isolat, sans communication possible. Ou bien on pourrait y voir l'artificialité de l'image. On sait que la lecture orientale relève d'un tout autre type d'appariement des pôles de la figure. Ici, pas de désordre, mais de l'ordre, pas de discontinuité, mais une fusion active. Montagne et eau sont des figures de transformation universelle, une sorte de zone génitrice où s'opère la métamorphose des contraires. Et sans cette construction, le monde serait figé dans des oppositions éternelles.
Donc, la lecture orientale prescrit donc, lorsqu'il y a intervalle, prescrit donc de procéder à la conjonction des zones séparées. Donc un intervalle qui est donc loin d'être vide, mais qui est très différent du sens que lui donnerait la lecture occidentale. Mais donc, qu'il s'agisse de l'occidental ou de l'oriental, il y a bien une sémantisation de l'intervalle, on est d'accord, et cette sémantisation est instantanée. Elle ne s'inscrit pas dans une temporalité, dans une lecture temporelle de l'énoncé. D'autres types de médiation instantanée sont possibles, pas seulement dans l'icône, mais aussi dans le signe plastique, n'est-ce pas? C'est le contraste et la complémentarité des couleurs. Où une dominante chromatique est appelée par une autre grâce à un processus rétinien. Les spécialistes de la couleur distinguent le contraste successif. Par exemple, si vous regardez ça longuement et puis que vous fermez les yeux, dans votre rétine se produira un halo vert, mais il y a aussi des contrastes simultanés où la présence de données très contrastées produit une sorte de halo. Des contrastes simultanés qui ne reposent sur aucune successivité. Alors, l'explicitation des similitudes que nous avons vues, la médiation, tout ça sont des processus qui supposent un investissement très important du récepteur de l'énoncé aux figures intervalles. Et donc, ça nous amène à pointer un cas extrêmement fréquent. Des cas, et nous en avons rencontré plusieurs, des cas où l'intervalle n'est pas manifesté physiquement dans l'énoncé, mais où il est recréé à partir d'un énoncé où il ne figure pas. Alors, le mécanisme est le suivant. J'ai une donnée visuelle, par exemple, auditive. Je considère que cette donnée est en fait la synthèse, le produit de la médiation d'une donnée A et B, mais qui ne sont pas là. A et B, ils sont donc convoqués avec leur intervalle. L'intervalle existe donc uniquement ici à titre de virtualité à l'intérieur du système culturel. Je m'aperçois qu'il faut que je donne des exemples pour me faire comprendre. On a un objet de nature spatiale. On a le cercle carré. Dans notre épistémé, le cercle carré, il n'y a rien qui s'oppose plus. On a coutume de l'opposer, même si, dans certains points de vue, du point de vue topologique, ce sont des figures qui ont de fortes ressemblances, faire coutume, forte concentricité. Ça, c'est quelque chose que le carré et le cercle partagent. Il n'empêche que, dans nos représentations, ce sont des opposés. Toutes les cultures ont proposé des médiations pour surmonter cette opposition. Le mandala extrême-oriental n'est-ce pas, Carlos qui a inscrit des cercles dans les carrés, ou l'inverse, ou bien Vasarely qui joue à nous donner, à nous faire voir des carrés constitués à partir de cercles. Bon, certains sont imparfaits, d'accord, mais ça c'est pour dire qu'on a joué sur carré et cercle, mais parfois aussi on a essayé de produire des figures qui présentent d'emblée la médiation. Par exemple, c'est la solution trouvée par l'architecte de cette place à Stockholm, la Sergel Temple, qui avait un problème. Il s'agissait de tracer une courbe qui serait intermédiaire entre les angles droits qui sont induites par les artères urbaines perpendiculaires et l'ovale qui était prévu, on ne voit pas très bien, prévu pour le bassin central. Donc il produit une forme qui d'emblée se donne comme une médiation. On peut aussi penser aux ovoïdes chez les Indiens du Canada, la côte ouest, où souvent nous avons médiation entre l'anguleux et le fluxueux. Dans tous les cas, l'énoncé propose le résultat de la médiation.
Et c'est à partir de ce résultat, donc chez Torg, la Sergel-Torg de Stockholm, ou chez les Indiens, c'est à partir de ce résultat que l'on remonte à l'existence de A et B. On reconstruit le système de base, cercle, carré, avec son intervalle. Ça signifie quelque chose d'important pour notre culture. Ça veut dire que dans notre culture, la donnée qui est l'angle est quelque chose qui nous paraît être plus important que les similitudes topologiques que j'ai soulignées tout à l'heure, qui est la concentricité, la fermeture et la symétrie forte. C'est l'angle. Donc, je déduis de cet exemple, de ces exemples, que si la présence de deux objets distincts, séparés par un intervalle, peut pousser à la médiation, la présence d'un seul élément, quand il est senti comme complexe, peut pousser à la différenciation, c'est-à-dire la production de la diade AB avec son intervalle. Alors maintenant, on va dire, mais pour quelle raison est-ce que ce processus est enclenché? Parce qu'il ne s'enclenche pas nécessairement. Je regarde cette chaise et je ne me dis pas, tiens, c'est la présence de ceci et de cela. Non. On peut postuler que c'est l'existence dans notre compétence sémiotique d'archétypes puissants. Et je ne me prononce évidemment pas sur la genèse de ces archétypes, je ne suis ni Jung ni Gilbert Durand, et ni sur la validité de ces archétypes, mais nous pouvons postuler qu'il y a des archétypes puissants qui peuvent être convoqués lorsque nous faisons l'expérience de formes voisines, mais moins archétypiques. Donc l'ovoïde fait partie de ces formes moins archétypiques au repos du cercle du carré qui se donne comme plus archétypiques. Donc, c'est l'encyclopédie qui nous permet de produire des intervalles dans des cas où la valeur physique de l'intervalle est nulle, comme dans le cas de Klee que nous avons vu, dans le cas de Picabia. Ce sont nos représentations. Nous savons qu'une mère et un enfant sont distincts et qui sont donc séparés dans la réalité par un intervalle. Et donc, nous restituons cet intervalle. De même, c'est la prégnance du type cheval dans notre encyclopédie qui fait que nous disons qu'il y en a 4 chevaux, ou bien qu'il y a un cheval en mouvement. Qu'il y en ait 4 ou qu'il y en ait un en mouvement, de toute manière, il y a des intervalles. En tout cas, c'est la lecture que nous faisons, et peu de personnes pourraient concevoir qu'il s'agit d'un monstre tétracéphale. Donc, intervalle nul sur le plan de la perception, mais intervalle positif sur le plan conçu. Alors, bien sûr, j'ai parlé de forme au sens sémiotique et pas au sens nécessairement sens spatial. Parce que, bien sûr, ces phénomènes de restitution d'un intervalle à partir d'un donné unique se trouvent aussi dans des phénomènes temporels. Et je prends l'exemple du crépuscule, qui est fréquent dans toutes les traditions, et particulièrement dans le domaine anglais. Le crépuscule, au fond, nous renvoie à l'existence d'un couple archétypique jour-nuit. Alors, le crépuscule ne nous donne pas, ne représente pas la nuit du jour, ne représente pas la nuit, mais par le biais de caractéristiques du jour et de la nuit qui sont lumière et obscurité, le crépuscule apparaît comme une médiation entre ces pôles, des pôles qui ne sont donc pas manifestés comme tels, mais qui doivent être restitués, et entre lesquels s'institue dès lors un intervalle. La victoire de l'ombre, avec dans l'intervalle une porte qui s'ouvre sur un autre monde, même si plus prosaïquement on peut dire que le crépuscule, c'est le moment où les cônes cèdent la place au rôle des bâtonnets dans la rétine. Et le côté temporel du crépuscule, donc de l'intervalle, que devient le crépuscule dès le moment où on convoque le couple archétypique jour-nuit, est important, a des conséquences importantes. Assister à un crépuscule et le considérer comme
un intervalle restitué, c'est assister à une sorte de basculement cosmique que l'on peut transposer au plan existentiel. Et de tels énoncés placent le lecteur d'une image ou le spectateur du crépuscule en plein milieu de l'intervalle, où il peut se sentir emprisonné, ou embarqué malgré lui, ou écartelé, quelle que soit la modalité psychologique qui lui permette de gérer l'intervalle, en tout cas, elle est intense. Oui, il y avait d'autres manières de métier jouer, oui, bien sûr. Je passe rapidement pour arriver enfin à ces conclusions, car j'aurais véritablement beaucoup abusé de votre patience. On a largement critiqué la conception occidentale de l'intervalle, où le blanc est associé à l'idée de vie. Ainsi, Anne-Marie Christin, dans l'ouvrage que vous avez cité, Marianne, ne craint pas de parler de l'ostracisme du blanc. Et le passage, elle se réfère à Dubuffet, qui se plaint que le conditionnement culturel insiste à regarder comme des vides ce qu'il y a entre les objets, alors que nous devrions le regarder comme des pleins. Alors, Francis Lévin et moi-même sommes des Occidentaux, mais les Occidentaux que nous sommes ont pu, j'espère, vous montrer qu'en aucun cas le vide n'existe comme tel, mais que l'intervalle participe toujours pleinement à l'élaboration de la sémiotique. Ils, ce sont les deux Occidentaux en question, ont même pu affirmer que l'intervalle est toujours plein. Mais ce qui est vrai et ce qui ressort de la perspective généralisante qui est la nôtre, que nous avons adoptée, c'est que la nature de ce plein est éminemment variable. Et nous l'avons vu avec les lectures orientales et occidentales de la peinture orientale. La manière dont ce plein va être sémantisé dépend de beaucoup de choses, des stratégies de lecture adoptées. On a vu qu'elles pouvaient être conjonctives ou disjonctives, peuvent aussi provenir des styles de ce que j'ai appelé des styles de perception, auxquels j'ai promis de revenir, auxquels je vais revenir. Mais en tout cas, ce que montre aussi la perspective généralisante, c'est que la manifestation physique de l'intervalle peut être plus ou moins explicite. L'intervalle, on vient de le voir, peut être projeté. Il peut être projeté, construit, restitué. Nous avons vu aussi que quand l'intervalle de dimension physique, sa manifestation peut être plus ou moins explicite. On a vu par exemple que le dessin au trait chez Picabia permettait de percevoir la délimitation des données et donc permettait de créer des intervalles dans la troisième dimension. Mais ça va même plus loin. Non seulement tout ça est variable, mais on peut même varier dans la décision de dire j'ai A et B et j'ai I. Ce que parfois nous désignons comme données A ou B peut parfois être considéré comme intervalle et I. Et parfois certains intervalles peuvent être interprétés comme données. Ce sont ces petits jeux. Ah oui, ça c'est, excusez-moi, c'est là les styles de perception. Tiens, on va venir plus loin. Vous savez, c'est les fameux autostéréogrammes que certains voient et que certains ne voient pas. Donc quand vous laissez votre regard flotter, vous voyez un objet se détacher dans les trois dimensions. Les gens ne verront jamais. Les gens qui vont vite très vite. Évidemment, sur une diapositive agrandie comme ça, c'est peut-être le cas est peut-être plus désespéré. Donc, ce que je voulais illustrer, c'était plutôt ce qu'on appelle les bistabilités, n'est-ce pas? Le même dispositif spatial peut être interprété comme un gobelet, avec les intervalles qui séparent le gobelet de son univers environnant, ou bien deux visages face à face séparés par un intervalle. Ou bien dans cette image cryptique, l'image d'Épinal, et voilà, on peut voir une jeune fille à un arbre, associée par un intervallant, mais ça peut être aussi un profil de vieille femme, et donc ce qui était l'intervallant ici devient ici une des données. Donc le statut de données et le statut d'intervallant est lui-même un statut
qui est assez fréquemment construit. Alors, si la perception et l'identification de l'intervalle varie, c'est, disais-je, parce qu'il y a des styles de perception, comme il y a des styles de valorisation et de sémantisation de l'intervalle. Certaines personnes savent lire les autostéréogrammes, certains sont très sensibles au camouflage, d'autres non, parce que l'efficacité d'un camouflage repose sur la variation, dans l'assimilation du statut d'intervalle. Et ces styles de perception, la chose a pu être montrée, varient selon différents paramètres sociologiques et anthropologiques, comme le genre ou l'appartenance à une culture donnée. Donc, l'opposition entre une conception orientale et une conception occidentale du vide n'est donc qu'un cas particulier, qui ne doit pas être privilégié, d'un phénomène universel, qui est la variabilité du processus de détermination des intervalles et des données. J'en termine avec, en revenant à notre affirmation d'anglais. L'intervalle est donc plein de j'ai participé à l'élaboration de la sémiote, parce qu'aux yeux du sémioticien, il constitue un dispositif crucial dans notre capacité à donner du sens au monde. Je vous l'ai dit dès le départ, cette capacité repose sur deux mécanismes. La capacité que nous avons à séparer, à distinguer, mais aussi la capacité que nous avons à regrouper, à rassembler. Donc l'intervalle contribue à donner du sens, et même des sens précis, au produit de ces mécanismes perceptifs. Et je l'ai dit, à un moment donné, un monde sans intervalle serait dépourvu de sens. Au passage, on aura constaté une fois de plus qu'il est impossible de penser le continu sans le discontinuiser, de penser le discontinu sans convoquer le continu. En clair, dès le moment où nous percevons deux champs intervallés, nous nous empressons d'élaborer des médiations pour restaurer une certaine forme de continuité. Et lorsque nous sommes face à un énoncé apparemment simple, nous introduisons des disjonctions et donc des intervalles, comme quoi les apories et des éléates ont bien perdu de leur tranchant. Je vous remercie pour votre patience, dont j'ai très largement abusé. J'avais dit à Marianne que vraisemblablement on avait une carte, et je vous ai volé une 3/4 d'heure. Je remercie infiniment pour cette conférence tellement dense. Je pense qu'il faudra un petit peu de temps, en tout cas pour moi, pour assimiler, digérer tout ce que vous avez montré et expliqué. Personnellement, j'étais particulièrement intéressée par ce que vous nous avez expliqué de l'index ou encore de la capacité que possède l'intervalle, la capacité de médiation que possède l'intervalle, et puis aussi le fait que l'intervalle est parfaitement, nous sont complètement culturels, qu'il dépend beaucoup des archétypes qui eux-mêmes sont tout à fait culturels. L'exemple que vous avez donné par exemple du crépuscule dépend des notions de jour et de nuit qui sont même pas forcément les mêmes partout. En tout cas, c'est un véritable éloge de l'intervalle que vous avez fait, donc je suis absolument ravie. Je n'ai pas vraiment de questions, peut-être juste une question, mais qui est un tout petit détail. Vous avez parlé tout à l'heure, juste en passant, vous avez dit que les blancs dans la peinture chinoise ou japonaise étaient nécessairement des intervalles flous. Oui, flou. Le flou, c'est pas du tout un effet de vision. Ah, j'ai bien compris que vous avez distingué de... Parce que où peut-on dire que commence ce blanc et où finit-il? Il y a des motifs. Est-ce que l'arraché du pinceau, est-ce que c'est vraiment la fin de la portion A ou de la portion B, ou est-ce que c'est pas déjà l'intervalle? D'accord. Dans ce sens-là, c'est tout. Oui. Merci. Oui. Très bien, merci pour ce